Merci d'être avec nous, toujours plus nombreux le matin, entre 8h30 et 9h. Professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Vous dirigez l'unité de recherche et d'expertise en épidémiologie des maladies émergentes. Vous êtes membre du conseil scientifique qui oriente la politique d'Emmanuel Macron dans la gestion de la crise sanitaire. Professeur Fontanet, je vous avais reçu au tout début de cette épidémie, je me souviens, au tout début mi-mars. Nous sommes presque mi-avril, un mois après. Pour la première fois depuis plusieurs jours, le nombre de patients admis en réanimation est en baisse. C'est une bonne nouvelle, professeur? C'est évidemment une bonne nouvelle. C'est aussi la démonstration que le confinement marche. Et c'est très important pour nous parce qu'on sait qu'il y a un effort très important qui est imposé aux Français aujourd'hui en leur demandant de rester chez eux. Cet effort, il était nécessaire parce qu'on le sait tous, les services de réanimation étaient complètement engorgés dans les régions les plus touchées, qui étaient le Grand Est, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et pour stopper cet afflux de patients, il fallait cet effort national. Et je remercie donc les Français d'avoir suivi, mais surtout, je les encourage à le continuer. Il ne faut surtout pas baisser la garde, parce que les patients qui sont en réanimation aujourd'hui, ils vont y rester plusieurs semaines. Et un nouvel afflux de patients, si le confinement était relâché, serait catastrophique pour les services. Donc, on sait maintenant que ça marche, il faut continuer. Professeur Fontanet, c'est donc dû essentiellement au confinement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, ça se comprend très logiquement aussi. Mécaniquement, ce qui fait que ce virus se transmet, c'est les contacts entre personnes. Si vous demandez aux gens de rester chez eux, s'ils réduisent considérablement leurs contacts avec l'extérieur, forcément le virus s'arrêtera de circuler. Donc on le savait, mais on savait qu'il y aurait un délai. Parce que vous savez, les gens qui étaient déjà en incubation au moment où le confinement a démarré, ils ont continué vers d'abord une pneumopathie légère et puis après une aggravation et enfin une hospitalisation en réanimation. C'est toute cette inertie qui fait qu'il a fallu 3 semaines pour voir les effets du confinement et c'était très anxiogène parce qu'on se demandait mais est-ce que on passe à côté de quelque chose. Et puis finalement, la logique a repris le dessus. Le confinement, mécaniquement, a permis de stopper les arrivées en réanimation. Et il faut maintenant surtout, dans le mois qui vient, continuer cet effort avec la même intensité, parce qu'il ne faudrait pas que ça redémarre. Je vous ai entendu, dans le mois qui vient. J'ai lu aussi les recommandations du conseil scientifique. Vous faites partie du conseil scientifique. Vous recommandez une prolongation du confinement, une prolongation 6 semaines, a dit Jean-François Delfraissy, qui préside ce conseil scientifique. 6 semaines, professeur Fontanet? Alors notre avis était au moins 6 semaines. Et la poursuite du confinement, une fois de plus, c'est pour protéger les réanimations, c'est-à-dire les patients qui y vont et les soignants qui sont très exposés, comme vous le savez. C'est aussi pour continuer à faire baisser la circulation du virus. L'espoir qu'on a, c'est qu'on arrive à une période que j'espère fin avril, début mai, mais on refera le point fin avril, à un moment où le niveau de circulation du virus a tellement baissé sur le territoire français qu'on pourra recommencer à compter les nouveaux cas, on pourra recommencer à avoir une véritable visibilité sur qu'est-ce qui se passe actuellement avec des nouveaux foyers émergents du virus pour pouvoir immédiatement les contrer et passer à une deuxième phase qui est ce qu'on appelle la sortie de confinement. La sortie de confinement avant de parler de déconfinement total. Il faut être extrêmement prudent, j'ai bien compris, professeur Fontanet. Est-ce que l'épidémie, c'est une autre question que j'ai envie de vous poser, est-ce que l'épidémie est toujours très active? Alors l'épidémie, elle est toujours très active. C'est évidemment, ça se décline par région, ça se décline par pays. On sait maintenant que, évidemment, c'est une pandémie, que les États-Unis, par exemple, sont extrêmement touchés à l'heure où on parle. Et plusieurs autres pays nous posent des inquiétudes. En Afrique, on voit maintenant des foyers se développer. On sait qu'en Inde aussi, l'épidémie est en train d'être en augmentation. Donc voilà, on a par région du monde des zones qui sont de plus en plus touchées. Et malheureusement, on est avec cette épidémie pour encore longtemps. Est-ce que, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit, parce que c'est une question que se posent beaucoup de nos téléspectateurs ou nos auditeurs, professeur Fontanet, est-ce que avant l'automne, nous reviendrons à la situation d'avant le 17 mars? Alors l'idée qu'on a finalement, et c'est là où on commence à parler de sortie de confinement, c'est qu'on sait que ce virus, si vous lui laissez un petit peu de place, il circule très vite. On l'a vu en France avec début mars, une flambée des cas qui a été l'accumulation finalement de circonstances malheureuses. On a eu un foyer dans l'Oise
qui a été détecté après un patient diagnostiqué à la Pitié le 25 février. C'est un foyer qui était passé inaperçu parce que les premières formes de la maladie étaient bénignes et les personnes hospitalisées pour pneumonie, personne n'avait pensé qu'il pourrait s'agir du coronavirus parce qu'elle n'avait pas eu de contact direct avec la Chine. Et puis il y a eu un rassemblement religieux à Mulhouse où il y a eu aussi un très grand nombre d'infections dans la région Grand Est. Et puis il y a eu les patients qui revenaient d'Italie et enfin ceux qui revenaient d'Égypte. Tout ça en même temps, début mars. Et là, on a vu à quelle violence, finalement, cette vague de patients est arrivée sur les régions les plus touchées dans les services de réanimation. Donc, on sait aujourd'hui que ce virus, si vous lui laissez de la place, il circule très vite. La sortie du confinement, ça ne veut pas dire qu'on ne maintiendra pas une pression très forte sur la circulation du virus. Ça veut simplement dire qu'on va changer les modalités avec lesquelles on fait peser notre pression sur le virus parce qu'on ne doit pas lui laisser plus d'espace pour circuler. Et ces modalités, on espère qu'elles seront plus compatibles avec une reprise de la vie sociale, avec la reprise de la vie économique, parce qu'on ne peut pas non plus rester confiné éternellement. Oui, on ne peut pas rester confiné éternellement, mais on ne revivra pas comme on vivait avant le 17 mars, avant l'automne. Alors, on ne revivra pas comme on vivait avant le 17 mars, avant l'automne. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que finalement, on essaye de se remettre dans cette situation pré-confinement, mais avec des outils et une compréhension de la population, de la gravité de ce que représente ce coronavirus, qui était très difficilement perceptible avant. Rappelez-vous que jusqu'au 25 février, il n'y avait pas de circulation connue du virus sur le territoire français. On avait bien géré les premiers cas du 24 au 30 janvier, bien géré le cluster des contamines. Il y a eu malheureusement ces échappements dont j'ai parlé, mais qui étaient un peu sous le radar. Mais on sait aujourd'hui que voilà, c'est une situation qu'il faut absolument éviter. Donc armé de tout ça, on pourra prendre les mesures qu'il faut pour néanmoins reprendre une vie sociale, une vie économique. On s'inspire beaucoup aujourd'hui de ce qui est fait dans des pays d'Asie qui aujourd'hui contrôlent encore cette épidémie. Je parle de la Corée, de Hong Kong, de Singapour, de Taïwan. Il y a toute une série de mesures, et là j'insiste là-dessus, c'est toute une série de mesures, ce n'est pas une mesure unique qui permettra d'arriver à bout, qui font qu'on peut avoir une vie sociale, une vie économique avec ce coronavirus, le temps d'avoir un traitement ou un vaccin. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, professeur, combien de Français ont rencontré le virus ? Alors on ne le sait pas encore de façon précise, il y a des études qui sont en cours et qui nous permettront de savoir dans les régions les plus touchées et puis dans les régions qui ont été peu touchées, quelle est la proportion de Français qui ont été infectés. On le sait parce qu'on peut dépister dans le sang de ces Français des anticorps qui témoignent d'une infection passée, que cette infection se soit manifestée par une pneumopathie ou par des signes mineurs. Il y a des gens qui n'ont eu qu'un peu de mal de gorge, un mot de tête pendant quelques jours, voire des gens qui n'ont eu quasiment aucun symptôme. Donc ces études sont en cours. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que vraisemblablement, l'immunité collective, c'est-à-dire la proportion de gens qui ont été infectés, même dans les régions les plus touchées, ne sera pas suffisante pour qu'elle nous protège. Vous savez qu'on a des modèles qui nous montrent que si les 2/3 de la population française ont été infectés par ce coronavirus, l'épidémie s'arrêtera d'elle-même, faute de combattants. Il n'y a plus assez d'espace pour le virus pour infecter des personnes. Mais au décours des études que nous sommes en train de mener, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on est loin de ces 66%, ce qui veut dire que cette immunité collective ne va pas nous aider à la période de reprise du confinement pour limiter la progression du virus. Oui, pas d'immunité de groupe, quelle que soit la région française, Grand Est, région parisienne ou ailleurs. Voilà, pour l'instant, alors c'est des résultats qui sont encore très parcellaires et on va préciser tous ces chiffres dans les semaines qui viennent. Il y a de nombreuses études qui sont en cours aujourd'hui, mais les premiers éléments qu'on a, dont on dispose, nous laissent entendre que cette immunité de groupe ne fera pas partie finalement des acteurs de la lutte au moment où il faudra sortir du confinement. Professeur Fontanet, dans le dernier avis du conseil scientifique auquel vous participez, il est précisé que 17 millions de personnes sont à risque en France. Pourquoi avancer ce chiffre, 17 millions ? Alors, on réfléchit aujourd'hui à quelles sont les populations les plus vulnérables par rapport à ce virus, parce qu'au moment où on va procéder à la sortie du confinement, on sait que certaines populations devront être mieux protégées que les autres. Et peut-être que la sortie du confinement pour ces personnes devra se faire dans des conditions beaucoup plus prudentes, puisqu'on sait que si elles sont infectées, c'est elles qui ont le plus de risques de faire les formes graves de la maladie.
Donc on parle bien évidemment des personnes âgées. Alors je ne peux pas vous dire où on va mettre exactement le seuil, hein, mais on sait que des gens de plus de 70 ans, par exemple, s'ils sont infectés, font des formes graves de la maladie. On sait aussi que des personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, de l'hypertension artérielle, du diabète, des personnes en surpoids, sont à risque de formes graves. Et pour toutes ces personnes, eh bien, il faudra que la levée de confinement soit très prudente. Un confinement, un déconfinement, une levée de confinement à plusieurs étages, plusieurs étapes, si j'ai bien compris. Professeur. Voilà, je pense qu'il faudra des mesures adaptées qui tiendront compte à la fois du risque que représente une infection chez les personnes concernées. Et puis, il y a, comme vous le comprenez, un secteur de l'économie qui doit redémarrer, une population active qui, elle, heureusement, se situe plutôt dans des âges où le risque d'infection, le risque, si on a une infection, de développer une forme de grave est plus faible. Ça ne veut pas du tout dire qu'on prendra ce risque, hein. En levée de confinement, on fera tout pour protéger ces personnes, parce qu'une fois de plus, comme je l'ai dit, on sait que ce virus, si vous lui laissez de la place, il peut devenir extrêmement agressif. Néanmoins, il faut qu'on recommence à reprendre une vie sociale, une vie économique, parce qu'on ne va pas pouvoir tenir dans les mêmes conditions éternellement. Oui, professeur Fontanet, j'ai lu le papier très intéressant dans Le Monde hier sur le patient zéro, le fameux patient zéro. Vous êtes toujours à la recherche de ce patient zéro, même si vous avez mis ces recherches un peu de côté provisoirement, parce qu'il faut absolument savoir où a commencé, comment a commencé cette épidémie, j'imagine. Le virus a circulé en France début janvier, mi-janvier ? Alors, en fait, on est actuellement, et vous faites référence à des publications, enfin des articles de la presse aujourd'hui, en train d'étudier comment le virus a circulé dans certaines régions qui ont été les plus touchées, notamment dans l'Oise. On n'est pas à la recherche du patient zéro. Pour moi, si vous voulez, le patient zéro, finalement, c'est pas si important. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est quelle a été la dynamique de l'épidémie dans les régions les plus touchées. Ce sont les enquêtes que l'on est en train de faire aujourd'hui. Mais je n'irai pas jusqu'à essayer de comprendre qui a été la première personne, par qui le virus est arrivé, etc. Je pense aussi qu'il faut être extrêmement prudent, parce que ce type d'information, vous l'imaginez, peut être très stigmatisante. Et ne nous apportera rien. On sait globalement où était l'épidémie quand elle a commencé, c'était en Chine. On devine bien comment elle a pu arriver sur le territoire français. Les premiers cas du 24-30 janvier nous ont montré que c'était des gens qui avaient des contacts avec la Chine. Maintenant, le problème, c'est pas vraiment d'où est arrivé le virus, par qui il est arrivé sur le territoire français. Ça, je pense que ce n'est pas fondamental, on a une idée générale là-dessus. En revanche, une fois que le virus est arrivé sur le territoire français, comment est-ce qu'il s'est comporté, comment il se transmet, et c'est tout l'objet des études qu'on est en train de mener dans les régions où le virus a circulé abondamment. La recherche. Emmanuel Macron était hier matin à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Il a rencontré les équipes impliquées dans la recherche clinique. Perspective de traitement, rapidement disponible. Franchement, rapidement disponible, professeur? Pas à ma connaissance. Pour l'instant, les essais sont en cours. Ce que je voudrais dire, c'est que nos collègues en Chine ont, pendant toute la période épidémique là-bas, testé beaucoup de médicaments. S'il y avait eu un traitement qui avait eu un effet majeur, ils l'auraient vu. Les essais cliniques qui ont été menés là-bas ont, pour certains, été menés avec toutes les normes internationales qu'on connaît, notamment des essais sur des antirétroviraux qui n'ont pas montré d'efficacité, peut-être un début d'efficacité, mais qui n'était pas ce qu'on appelle statistiquement significatif. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y avait eu un médicament qui marchait vraiment, on le saurait aujourd'hui, parce que voilà, cette publication a déjà été faite. Justement, donc aujourd'hui, je voudrais vous poser cette question, qui est une question claire et franche et directe. Y a-t-il un traitement dont on est certain qu'il est efficace dans le monde, un traitement dont on est certain qu'il est efficace contre le coronavirus? Est-ce qu'il existe ou pas? Pour l'instant, on n'a pas cette certitude. Alors bon, je vois très bien où est le débat aujourd'hui autour de l'hydroxychloroquine, qui est évidemment dans l'esprit de tout le monde. L'hydroxychloroquine, si ça marche, c'est fantastique, parce que c'est un traitement qui est déjà disponible. Il faut faire attention à son utilisation, parce qu'il peut donner des effets indésirables au niveau cardiaque, notamment des troubles du rythme cardiaque, mais ce serait absolument fantastique. Ce qui est très important pour nous, c'est de savoir si l'hydroxychloroquine marche mieux, moins bien,
ou pareil que d'autres traitements, voire que pas de traitement du tout. C'est ça l'essai comparatif, c'est ça dont on a besoin comme information. Donc l'équipe du professeur Didier Raoult mène des études sur des nombres maintenant très élevés de patients. J'ai vu qu'hier, il y avait jusqu'à 1000 patients. Malheureusement, en absence de bras comparatifs, c'est extrêmement difficile de savoir si le traitement est efficace ou pas. Et donc, ce bras comparatif, il existe dans un essai qui s'appelle Discovery, qui est en cours aujourd'hui, qui nous donnera bientôt ses résultats. Si ça marche, c'est absolument fantastique et on serait tous très heureux que ça marche. Simplement, on a besoin d'avoir cet élément de comparaison. L'histoire d'évaluation des traitements nous a appris qu'en absence de bras comparatifs, c'est très difficile de se faire une opinion sur un traitement. Professeur Fontanet, est-ce que vous êtes convaincu par les dernières conclusions du professeur Raoult sur sa dernière étude? Je viens de vous répondre, c'est qu'en absence de bras comparatifs, on ne peut pas savoir. C'est ça toute la difficulté. Et j'espère de tout cœur que ça marche, parce que vraiment, ce serait une excellente nouvelle pour nous tous. Simplement, il faut savoir qu'il y a une histoire naturelle de cette infection, que heureusement, la très grande majorité des personnes infectées guérissent spontanément et en une semaine. Donc, est-ce que l'hydroxychloroquine rajoute quelque chose à cette guérison? C'est ce dont on a besoin de savoir, mais on ne le saura qu'avec un bras comparatif. En absence de bras comparatif, c'est malheureusement très spéculatif, mais une fois de plus, j'espère vraiment que ça marche, parce que ce serait un traitement accessible, avec quelques précautions d'usage. Attendons les résultats des essais. Emmanuel Macron, vous avez dit, parce que le professeur Raoult travaille avec vous, enfin, a participé et participe. Est-ce qu'il participe encore à vos réunions du Conseil scientifique? Alors le professeur Raoult a choisi de ne pas participer à nos débats. En revanche, il nous envoie des informations qu'on prend en compte, qu'on lit avec attention, mais il ne participe pas directement à nos débats. Bien. Vous demandez donc à ce que l'essai soit complété de manière comparative. J'ai bien compris, hein, professeur Voilà. Fontanet, j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que l'hydroxychloroquine aujourd'hui qui ont déjà donné des signes encourageants? Alors c'est ce que je vous disais auparavant, malheureusement, nos collègues chinois ont déjà beaucoup essayé. S'ils avaient vu quelque chose qui était spectaculaire, en tout cas on le saurait. En revanche, des effets modérés, peut-être que les grands essais qu'on mène aujourd'hui, multicentriques sur plusieurs pays, par exemple l'essai Discovery dont on parle, c'est un essai européen, hein, donc beaucoup de malades inclus sur l'ensemble du territoire européen, vont peut-être nous apprendre que des médicaments finalement ont un effet, mais peut-être pas un effet majeur, mais qu'on arrive à déceler quand on compare des séries de plusieurs centaines de patients, d'où l'intérêt de ces essais multicentriques. Alors là, ça c'est en cours et on vous répondra prochainement sur ces résultats. Il faut savoir qu'il y a deux stratégies finalement. Il y a une stratégie qui est de donner des traitements antiviraux pour faire diminuer la charge virale et qui peut avoir un double effet, d'une part guérir les patients et d'autre part diminuer leur contagiosité. Ces traitements, c'est la première semaine de l'infection où ils vont être efficaces. Et puis, il y a des traitements anti-inflammatoires, parce que ce qu'on a appris avec ce nouveau coronavirus, c'est que des patients qui font des formes sévères font cette fameuse pneumopathie du 7-9e jour, une pneumopathie très inflammatoire, qui est une réaction de l'organisme paradoxale, hein, où on se met à sécréter des molécules anti-inflammatoires contre le virus, mais en telle quantité que ces molécules se retournent contre notre propre organisme. C'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique. Et il faut le maîtriser, cet orage cytokinique. Donc il y a aujourd'hui des traitements anti-inflammatoires, notamment des anticorps monoclonaux, destinés contre certaines de ces cytokines, l'IL-6 par exemple, qui sont en cours d'évaluation. Et ces traitements-là, eux, préviendraient ces formes très graves qui amènent un certain nombre de patients en réanimation. Je regardais une information venue de Corée, vous parliez de la Corée du Sud tout à l'heure. Certains patients guéris ont vu le virus se réactiver. C'est possible? Alors là, je serais prudent là-dessus, parce que ce qu'on sait, c'est que quand vous êtes guéri, finalement, typiquement, hein, à partir du moment où vous n'avez plus de symptômes, on va attendre 2 à 4 jours, on va vous faire une détection par un prélèvement d'ésopharyngée du virus, hein, par cet examen qu'on appelle la PCR dans votre nez ou dans votre gorge, pour voir s'il est toujours présent. S'il n'y a plus de virus, on peut considérer que vous êtes globalement guéri et que vous n'êtes plus contagieux. On s'est rendu compte, et il y a des études très bien faites à Singapour, qu'il y a des gens qui gardent du virus de façon intermittente dans le nez ou dans la gorge sur plusieurs jours jusqu'à 1 mois. Néanmoins, les quantités de virus que ces personnes ont et la nature infectieuse ou simplement est-ce que c'est juste du matériel génétique mort du virus, si vous voulez, qui est présent,
laisse entendre que ce virus ne serait pas contagieux. Néanmoins, il revient de façon un peu intermittente. C'est-à-dire que quand on fait ces prélèvements, les concentrations de virus sont tellement faibles qu'elles vont être positives un jour, puis négatives un jour, puis positives à nouveau. Et de fait, on a cette impression assez étrange de voir le virus, entre guillemets, réapparaître. Donc c'est ça qui est important de voir déjà, ces données-là. Maintenant, une réinfection à distance, quelqu'un qui a été complètement guéri, chez qui on n'a pas retrouvé de façon prolongée du virus et qui serait à nouveau infecté, ça n'a pas été documenté, ça n'est pas exclu. On ne sait pas jusqu'à quel point l'immunité acquise après une infection est protectrice, ça doit s'étudier, mais aujourd'hui, ça n'a pas été formellement documenté. Si je vous ai bien compris, pour résumer tout ce que vous nous avez dit, j'aime votre science et j'aime votre précision, professeur Fontanet, il va falloir que la population française soit testée avec des tests sérologiques en masse pour que nous sachions quel est le pourcentage de la population qui a été touchée par le virus et qui, connaissant ce pourcentage, cela nous permettra donc de sortir totalement du confinement. C'est cela ? Alors ça, ce serait à très long terme, parce qu'une fois de plus, ce que je vous ai dit, ces enquêtes, elles sont en cours aujourd'hui et nous laissent entendre que dans les régions les plus touchées, la proportion de la population qui a été infectée n'est pas si élevée que ça. Quand je dis si élevée que ça, c'est qu'on souhaitait qu'elle soit à 50% d'une certaine façon. Quand je dis on souhaitait, comprenons-nous bien, c'est que par rapport à la gravité de l'épidémie qu'on a vécue, si ça reflétait le fait que la moitié de la population avait déjà été infectée, ce serait une bonne nouvelle au sens où on sait que cette immunité collective nous protégerait. Or, malheureusement, pour ce nombre de patients déjà touchés qui nous a affectés si durement, comme on le sait tous, la proportion de personnes qui ont réellement été infectées est probablement relativement faible, en tout cas insuffisante pour nous permettre d'avoir une protection collective due à la présence d'anticorps dans une grande partie de la population. Le confinement empêchant la circulation du virus fait qu'on n'évolue pas beaucoup de ce point de vue. Et donc c'est toute la difficulté des semaines qui viennent, c'est que les mesures de confinement, elles, empêchent la circulation du virus, donc on n'acquiert pas cette immunité collective qui nous est nécessaire, et pourtant elles sont nécessaires pour empêcher l'afflux des patients en réanimation. Et il va falloir jouer maintenant en sortie de confinement, avec tout un arsenal de mesures qui permettront de contrôler aussi efficacement la circulation du virus, mais tout en nous permettant de reprendre une vie économique et sociale, parce qu'on ne va pas pouvoir rester en confinement tout le temps, et ceci dans l'attente d'un traitement ou d'un vaccin à terme, parce que c'est probablement notre meilleure chance de sortir du cauchemar dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci, professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique. Merci d'être venu nous voir, RMC et BFM TV. Ce matin, il est 8h55.